Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour un nouveau cours d'histoire consacré cette fois-ci aux révolutions et aux révolutions d'avant 1789. En effet, quand on parle de révolution, nous reviendrons durant l'émission sur la définition du terme. Quand on parle de révolution, on pense avant tout à la Révolution française. Et pourtant, le siècle des révolutions a des origines anglaises. En 1689, Guillaume d'Orange et sa femme Marie ouvrent une nouvelle ère politique et idéologique. L'Angleterre devient une monarchie constitutionnelle, le devient pour l'Europe et s'érige même en modèle. C'est ce qu'on appelle également une révolution. Nous recevons aujourd'hui au micro de Storia Voce Edmond Dębowski, auteur du très bel ouvrage « Le siècle des révolutions, 1670-1789 », paru cette année aux éditions Perrin. Bonjour Edmond Dębowski. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste d'histoire politique et culturelle du XVIIIe siècle. Vous avez écrit de nombreux livres sur le sujet, dont une admirable biographie des Pitt, ainsi qu'un livre sur la guerre de 7 ans, un de vos ouvrages les plus connus, qui a été couronné du prix Chateaubriand. Une première question, Edmond Dębowski, avant d'entamer plus précisément le thème de votre ouvrage. Qu'est-ce qu'une révolution ? Tout dépend bien entendu de l'époque que l'on choisit pour définir ce terme. Il est certain qu'après 1789, le terme révolution immédiatement renvoie à notre révolution française, c'est-à-dire un bouleversement général, une quasi table rase du passé, que ce soit politique d'ailleurs, mais aussi religieux ou social, comme le montre bien la Révolution française. Par contre, l'expression révolution, il faut toujours se souvenir qu'elle était très employé sous l'Ancien Régime. Un exemple, lorsque le duc de Choiseul, qui était le ministre de Louis XV, a été renvoyé par le roi, on a parlé de révolution. Révolution, donc c'est un terme qui, avant 1789, revêt diverses acceptions. Un événement politique de moyenne amplitude peut être qualifié de révolution. De même que ce terme possède toujours cette idée en lui qui est celle d'une révolution au sens astronomique du terme, c'est-à-dire d'un retour véritablement aux sources. Et ce que j'essaie de montrer dans mon livre, d'ailleurs, c'est que les révolutions que j'étudie, enfin du moins les premières, comme celle de 1688-89, ou encore les révolutions qui ont touché l'Europe dans la première moitié du XVIIIe siècle, s'apparentent d'une certaine façon, à cette définition qui est celle, d'un retour aux fondamentaux, on pourrait dire, ou d'un retour aux sources, des révolutions qu'on pourrait qualifier de restauratrices. Votre première partie, donc, s'intéresse à cette première moitié du XVIIIe siècle et même un peu avant, et on arrive en Angleterre. Alors, en Angleterre, on parle... Quelle est la première révolution ? La première révolution d'Angleterre, c'est celle des années 1640. C'est cette révolution qui a mis aux prises Charles Ier d'Angleterre, qui a été considéré par ses opposants comme un tyran, notamment du fait qu'il n'avait pas convoqué le Parlement pendant 11 ans. Et le Parlement, le fameux long Parlement, qui a procédé à des mesures véritablement radicale, on pourrait bien le dire, et notamment en matière religieuse. Et cette révolution, comme vous le savez, a abouti, comme chacun sait, à déboucher sur, d'une part, une guerre civile, et d'autre part, après la défaite des royalistes, qu'on appelait les cavaliers, à l'exécution de Charles Ier, la mise en place d'une république, le fameux Commonwealth, et ensuite la mise en place d'une dictature, parce que cette république fonctionnait mal, et cette dictature de Cromwell qu'on appelle le protectorat, puisque Cromwell portait le titre de Lord Protector. Et cette révolution, cette phase révolutionnaire s'achève en 1660 par la restauration de la monarchie. Alors vous expliquez, et c'est pas toujours l'idée qu'on a des causes de la Révolution, que en général, elle est due à la résolution d'un conflit, un éternel conflit, c'est comme ça que vous le dites dans votre ouvrage, entre un pouvoir central modernisateur
et une société attachée à ses privilèges. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, écoutez, pour l'Angleterre, d'ailleurs, c'est la même chose au même moment pour la France. Il y a forcément un pouvoir central qui perturbe les habitudes, puisque forcément ce pouvoir central, bon, que ce soit en France et que ce soit en Angleterre, entend gouverner d'une manière beaucoup plus efficace et donc procéder à des réformes, et des réformes qui forcément provoquent eh bien des tensions dans une société qui repose. Et là, encore une fois, j'insiste beaucoup parce qu'on pense souvent que qu'en Angleterre, les privilèges n'avaient pas la même puissance qu'en France. Alors ça, c'est une idée fausse que l'on a. La société anglaise du XVIIe siècle est fondée tout autant qu'en France sur cette notion clé de privilège. Et il est clair que ce pouvoir central, notamment pour des raisons essentiellement militaires, parce que l'armée coûte de plus en plus cher, les forces navales, pour l'Angleterre a fortiori, coûtent très cher. Ce pouvoir central s'efforce bien d'être plus efficace, et notamment en matière de fiscalité, c'est là que le bas blesse, bien entendu, et qui dit efficacité fiscale, bien dit atteinte à certains privilèges, notamment en matière fiscale, ou ça peut être aussi dans d'autres domaines. Et en Angleterre, bien, le problème essentiel, c'est ce que j'ai appelé une espèce de zone grise constitutionnelle ou institutionnelle, qui n'avait jamais été bien définie. C'est-à-dire que en Angleterre, depuis le Moyen-Âge, depuis le XIIIe siècle, le roi gouverne régulièrement avec un parlement. Il fait d'ailleurs partie de ce Parlement. C'est le système du King, Lords, Commons, le système du roi en son Parlement. Le problème, c'est celui-ci, c'est que ce Parlement, à l'origine, avait une fonction qui était double, celle d'un conseil et celle, déjà, d'un rôle financier. C'est-à-dire que le roi convoquait le Parlement lorsqu'il avait besoin d'argent, notamment lorsqu'il y avait la menace d'une guerre. Et le Parlement octroyait au roi ce qu'on appelait le subside, qui était donc une somme d'argent temporaire, qui était vraiment limitée dans le temps. Alors ça a donné lieu très souvent à de nombreux marchandages. Le problème, c'est celui-ci, c'est que progressivement, ce Parlement a revendiqué d'autres compétences, notamment une étape très importante, ça a été au moment de la réforme protestante, à partir d'Henri VIII, lorsque tous les souverains qui se sont succédés au moment de la réforme ont toujours convoqué un parlement pour qu'il sanctionne les mesures religieuses. Et là, dans un pays qui est de droit coutumier, comme en Angleterre, de common law, il est certain que cette pratique est devenue presque une institution, d'une certaine façon, même s'il n'y avait pas de loi qui sanctionnait véritablement ça. C'est-à-dire que les parlementaires, à partir de la fin du XVIe siècle, du XVIe siècle, pardon, ont été persuadés que ces compétences religieuses étaient de leur ressort. Et il est certain que le roi, lui, entendait plutôt conserver, le roi ou la reine, d'ailleurs, Élisabeth, elle était tout aussi jalouse de ses prérogatives que ses prédécesseurs, entendait conserver cela. Et nous sommes donc là confrontés, vous voyez, à cette zone grise, c'est-à-dire où s'arrête véritablement la prérogative royale, où commencent les privilèges, les libertés, comme on disait, du Parlement. Quelles sont ces libertés? Tout ceci était enveloppé d'une espèce de flou. Et c'est ce flou qui a mené à la première révolution, et c'est ce flou également qui a mené à la seconde révolution. Alors, avant qu'il y ait une stabilité, du moins institutionnelle, comment concrètement ces révolutions se sont déclenchées, et est-ce qu'on peut les distinguer en plusieurs étapes? Vous voulez parler aussi de la première et de la deuxième, ou simplement de la deuxième? Quelques mots sur la première, oui. Mais également la deuxième qui est la plus importante. Alors, la première, on peut dire que le facteur déclencheur a été la politique de Charles Ier, que j'ai déjà un petit peu exposé. C'est-à-dire que Charles Ier a gouverné pendant 11 ans sans Parlement, et pendant ces 11 années, il a pris des mesures qui ont été vues comme illégales par les parlementaires, notamment des mesures à caractère fiscal. Il a généralisé un impôt qui était payé uniquement que dans des zones portuaires, qu'on appelait le ship money, et les parlementaires
lorsque le Parlement a à nouveau été réuni en 1640, eh bien le Parlement a reproché d'une manière vraiment très vive ce qu'il considérait comme presque une tentative de gouvernement absolu, ou du moins plutôt tyrannique d'ailleurs, parce que on considérait que le roi ne respectait pas la loi. Il y avait également les mesures religieuses de Charles Ier, qui voulait aménager, je passe quand même assez vite parce que sinon là nous aurions beaucoup de choses à dire, mais ces mesures religieuses de Charles Ier qui voulait aménager dans un sens plus souple l'anglicanisme. Et ceci a heurté une opinion qui, en partie du moins, était attachée à l'anglicanisme strict, et même d'ailleurs à quelque chose qui irait plus loin que l'anglicanisme, c'est ce qu'on appelait le puritanisme. C'est-à-dire ces Anglais qui étaient des anglicans, mais qui estimaient que la réforme n'était pas arrivée à son terme et qu'il fallait la poursuivre. Et il est certain que cet anglicanisme souple de la part de Charles Ier ne pouvait que susciter des réticences. On l'a accusé d'être sympathisant du catholicisme, d'introduire à nouveau le catholicisme en Angleterre, une sorte de cheval de Troie du catholicisme, si vous voulez. Et là, on retrouve, vous voyez, des points communs avec la seconde révolution d'Angleterre, parce que la monarchie est restaurée en 1660. Donc, en apparence, les choses sont faites. La monarchie semble être bien installée parce que les Anglais, au terme de la guerre civile et également de la dictature de Cromwell, aspirent à une stabilité et à une certaine sécurité. Et au début, d'ailleurs, Charles II, qui est le fils de Charles Ier, Charles II jouit d'une popularité indéniable. Les choses se gâtent pour une raison très simple, c'est que le flou institutionnel n'a pas été résolu à la Restauration. Le Parlement, qu'on a appelé le Parlement Convention, qui a rétabli la monarchie, n'a pas pris le taureau par les cornes. Alors notamment dans deux domaines. Il y a le domaine financier qui reste toujours l'objet de marchandage. Le roi, certes, bénéficie d'un revenu qui est assez important. Du moins en théorie, il était prévu qu'il reçoive environ 1 200 000 livres sterling par an. En réalité, ce revenu étant tiré notamment des droits de douane, et étant donné que l'économie anglaise, au début de la Restauration, connaît des difficultés, ce revenu était très nettement inférieur, 400 000 livres sterling. C'est pour des souverains dépensiers comme les Stuarts, c'est pas suffisant. En second lieu, donc le problème fiscal reste entier. C'est-à-dire que le roi, s'il veut par exemple, entrer en guerre, il est obligé de demander au Parlement le subside. C'est toujours le même système. Il n'y a pas d'impôt permanent en Angleterre à cette époque. Deuxième problème, c'est la question religieuse. Charles Ier voulait établir une large concorde religieuse qui aurait permis aux puritains de réintégrer le giron anglican. En réalité, il s'est heurté à son premier parlement, le parlement qui a été élu après la Convention, c'est-à-dire le parlement qu'on a surnommé le parlement cavalier, et qui ce surnom d'ailleurs montre bien la composition de ce parlement. Il était composé en large majorité des partisans de Charles II, des royalistes. Mais ces royalistes, étaient revanchards. Ils sont revenus en Angleterre et il n'était pas question pour eux, d'accorder des concessions aux puritains. Et en second lieu, c'était des anglicans farouches également. Et donc, eux étaient, au contraire, décidés à aller dans un sens inverse de ce que souhaitait le roi. Si bien que, au début des années 1660, une série de mesures ont été prises qui ont véritablement mis sur la touche, on pourrait dire, les anciens puritains qui sont devenus désormais ce qu'on appelle les non-conformistes, ceux qui ne veulent pas se conformer à l'anglicanisme, et ceux qu'on appelle aussi les dissidents, car ils n'ont pas voulu entrer dans cette sphère anglicane. Et donc de ce fait, vous avez désormais en Angleterre en germe une société à deux vitesses d'une certaine façon, du point de vue confessionnel. D'une part, les anglicans qui jouissent des droits qui leur sont accordés pleinement.
et d'autre part les catholiques, on y reviendra bien entendu, qui eux sont une minorité, mais sur laquelle je serai obligé de revenir, et ceux qu'on appelle également les dissidents, c'est-à-dire les anciens puritains, c'est par exemple les Quakers ou encore les unitariens, et qui progressivement, eh bien, seront privés, je dirais, de leurs droits, de droits politiques équivalents à ceux des anglicans. Et cette situation durera d'ailleurs jusqu'en 1829. Alors, c'est ce qui explique que certains historiens parlent d'un État confessionnel, confessional state en anglais, un État confessionnel qui s'est mis en place pendant la Restauration. Alors, ces deux facteurs sont capitaux. C'est-à-dire que vous voyez, il y a entre le roi et le Parlement d'emblée, eh bien, une sorte de malentendu. Et ce malentendu ira en s'accroissant à mesure qu'on avance dans l'histoire de la Restauration, notamment au cours des années 1670, où là, les tensions, eh bien, ont manqué de déboucher, pourquoi pas, sur un nouvel épisode révolutionnaire. Si je vous écoute, si j'ai bien compris, les 3 éléments pour une bonne révolution, c'est un déséquilibre institutionnel, un paramètre, des querelles religieuses et une crise financière. Une crise financière, alors ce ne sera pas le cas pour la glorieuse révolution. Ce n'est pas vraiment une crise financière. Ce que je voulais dire, c'est que dans le système politique anglais, le roi ne dispose pas d'une large marge de manœuvre financière, et donc que cela peut provoquer parfois des tensions. Par contre, maintenant, si on se place vraiment aux origines de la glorieuse révolution, c'est quand même la question religieuse qui doit être mise au premier plan. Alors pourquoi cela? Tout simplement, eh bien parce que se pose la question, eh bien, du catholicisme, qui est une question qui semble pourtant être réglée en apparence. À la veille de la glorieuse révolution, combien y a-t-il de catholiques en Angleterre? Ils sont très peu nombreux, ils constituent entre 1 à 2% de la population totale. Autant vous dire, eh bien, que le catholicisme a décliné très rapidement pendant le règne d'Élisabeth et ensuite au début du XVIIe siècle. Et ces catholiques, en apparence du moins, ne peuvent pas constituer une menace pour cette Angleterre anglicane. Alors ça, c'est l'apparence. Maintenant, il y a la réalité, du moins telle que nous, historiens, nous pouvons l'appréhender. C'est que ces anglicans, cette Angleterre anglicane vit depuis très longtemps dans la hantise d'une espèce de conspiration papiste. Il y a véritablement un esprit conspirationniste qui réapparaît régulièrement dans l'histoire d'Angleterre et qui est en partie fondé sur les faits. Je veux dire par là, ce qui constitue en quelque sorte l'essence de l'anglicanisme, ce qui a vraiment permis à beaucoup d'Anglais de se convertir à l'anglicanisme, ça a été l'épisode de l'invincible Armada en 1588. Et là, bien entendu, il y avait des faits réels attestés. C'est-à-dire que Philippe II, lorsqu'il a voulu conquérir l'Angleterre, il est certain que ce qu'il voulait faire, lui, eh bien, c'était de restaurer la religion catholique. Quelques années plus tard, en 1605, eh bien, a eu lieu cette conspiration des poudres. Conspiration des poudres qui a été déjouée in extremis. C'était donc des catholiques menés par un certain Guy Fawkes, on prononce ça à la française, qui avaient entreposé dans les caves du Parlement des barils de poudre, et il était question de faire sauter le Parlement le jour de l'ouverture du Parlement, c'est-à-dire que ça aurait été absolument incroyable, ça aurait été l'attentat ultime, je dirais, puisque le roi, les lords et les communes auraient purement et simplement été totalement annihilés. Donc là, vous voyez qu'il y a des faits attestés, mais il n'empêche que dans la réalité, la dangerosité du catholicisme désormais appartient au passé. Mais il n'empêche que régulièrement, à l'époque de la Restauration, il y a des poussées d'antipapisme extrêmement virulentes. Par exemple, lors du grand incendie de Londres de 1666, on a accusé immédiatement les catholiques d'avoir d'avoir provoqué l'incendie, ce qui est totalement faux. Et pendant la Restauration, en 1678, et c'est là cette crise vraiment très importante, en 1678 éclate une crise qu'on appelle la crise de l'exclusion,
et qui a été en partie fondée sur les allégations d'un aventurier qui s'appelait Titus Oates. Et ce Titus Oates était très malin parce qu'il s'était rendu compte, eh bien, que les Anglais vivaient dans cette hantise du papisme et dans cette hantise également du pouvoir despotique, qui était souvent d'ailleurs associé. Et Titus Oates a prétendu, sans aucune preuve, eh bien, qu'il y avait une conspiration papiste qui était destinée, eh bien, à rétablir de force le catholicisme dans l'Angleterre de la Restauration. Alors, ces allégations étaient fondées sur essentiellement une chose, c'est que le frère de Charles II, qui est le duc d'York à l'époque et qui sera ensuite roi sous le nom de Jacques II, le frère de Charles II, donc le duc d'York, s'est converti au catholicisme. Charles II, d'ailleurs, lui aussi, on ne sait pas exactement si c'est vraiment converti, mais en tout cas, Charles II nourrissait une certaine sympathie à l'égard des catholiques. Alors, le problème est celui-ci, c'est que Charles II n'a pas d'héritier direct. Cela signifie que, à sa mort, risque de monter sur le trône le duc d'York, prince catholique, et cela inquiète énormément certains Anglais. Et voilà donc le fameux Titus Oates qui arrive sur ces entrefaites, qui joue avec cette peur et qui déclenche une véritable crise d'hystérie collective, puisque les Anglais croient littéralement à ces propos, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés eh bien qu'une conspiration papiste est sur le point d'éclater. Et pendant 3 ans, eh bien, l'Angleterre vit une crise qu'on pourrait qualifier de constitutionnelle, c'est-à-dire que le Parlement s'efforce de voter l'exclusion du duc d'York, c'est-à-dire de l'exclusion du trône. Alors c'est un enjeu capital parce que pour le roi, il est évident qu'il ne peut pas céder. Si le duc d'York est exclu, eh bien, ça signifie que le Parlement aura acquis désormais un droit de regard, littéral, un droit de regard, eh bien, sur la succession au trône. Le Parlement devient une sorte de faiseur de roi, si vous voulez. Alors, je passe sur cet épisode qui est vraiment passionnant, hein, mais qui se solde, c'est une guerre de tranchées finalement. Ça dure 3 ans. Au début, ce sont les exclusionnistes qui semblent l'emporter, mais Charles II, ensuite, eh bien, joue avec l'horloge en quelque sorte. Il dissout à plusieurs reprises le Parlement, il en convoque de nouveau, et en 1681, eh bien, il a réussi finalement, puisqu'il dissout son dernier Parlement qu'il a réuni à Oxford, et pendant les dernières années de son règne, entre 1681 et 1685, il règne sans Parlement. On peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas eu une espèce de tentation absolutiste ou absolue, hein, d'une monarchie absolue à cette époque, et qui d'ailleurs a été suivi par celle de son frère, qui monte sur le trône en février 1685, sous le nom de Jacques II d'Angleterre, ou de Jacques VII d'Écosse, hein, puisqu'il règne également sur le royaume d'Écosse. Et c'est ce règne qui est véritablement qui là est le déclencheur vraiment de l'épisode révolutionnaire. Car Jacques II commet de très graves erreurs. Jacques II commet de très graves erreurs pendant son règne. Il s'est réfugié en France. La France a des liens très très forts en fait avec l'Angleterre durant cette période-là, oui. Avec des renversements d'alliances qui ont un impact assez intéressant sur l'élan patriotique français et anglais. Et finalement, ces révolutions, elles vont aboutir à une relative stabilité constitutionnelle. Quels sont les symboles de cette fin d'ère révolutionnaire, et est-ce que ça va faire de l'Angleterre un royaume plus uni, fortifié et finalement ennobli? Alors, la révolution de 1680, ce qu'on appelle souvent la révolution de 1688, en réalité a eu lieu surtout en 1689, parce qu'en 1688, ce qui se produit, c'est que le monde politique anglais qui est très anxieux vis-à-vis eh bien de la politique de Jacques II, fait appel à son gendre, Guillaume d'Orange, le prince d'Orange qui est le statutaire des Provinces-Unies, les actuels Pays-Bas, et ce prince d'Orange est en quelque sorte le chef militaire des Provinces-Unies. Donc il intervient en Angleterre à la tête d'une armée, Jacques II prend la fuite. Bon, il essaiera à plusieurs reprises de récupérer son trône, mais il n'y parviendra pas. Donc là, l'acte 1 de la révolution d'Angleterre est plutôt une sorte de révolution de palais ou de coup d'État.
L'acte 2 commence au début de l'année 1689 avec la rédaction de la Déclaration des droits. Alors ce texte est très important parce que pour la première fois, il met largement au net ce flou institutionnel et au bénéfice du Parlement. La monarchie désormais est limitée dans certains domaines, non pas dans tous, mais en tout cas notamment dans le domaine fiscal. Désormais, il est dit clairement que toute la question de l'impôt est du ressort du Parlement. Il est dit également que le roi ne peut pas avoir d'armée importante sur le territoire. On a peur justement de ce despotisme qu'on voyait commencer à poindre sous Jacques II. Et cette révolution de 1689, continue dans les années qui suivent, parce que Guillaume III, il faut jamais l'oublier, est l'ennemi le plus irréductible de Louis XIV. Et lorsqu'il est arrivé en Angleterre, c'est aussi avec une arrière-pensée, c'était de faire entrer l'Angleterre dans la coalition qui s'était constituée dans les mois qui précèdent contre Louis XIV, puisque la guerre de la Ligue d'Augsbourg venait d'éclater. Et en effet, c'est ce qui se produit. Au mois de mai 1689, l'Angleterre entre en guerre contre la France. Et d'ailleurs, c'est un événement très important dans le domaine des relations internationales parce que l'Angleterre était devenue une puissance de second rang pendant les 2 premiers siècles de l'époque moderne et surtout le deuxième siècle, le XVIIe. L'Angleterre intervenait très très peu sur le continent. Désormais, elle va intervenir massivement et notamment, elle devient la première puissance navale au sortir des 2 guerres qu'elle mène contre Louis XIV, la guerre de la Ligue d'Augsbourg et la guerre de succession d'Espagne. Mais cette entrée en guerre de l'Angleterre poursuit le processus révolutionnaire parce qu'il faut trouver de l'argent. Trouver de l'argent, ça signifie que le Parlement, désormais, accepte tout simplement ce qu'il avait toujours refusé jusqu'à présent. Il accepte de regarder en face la question fiscale. Et il décide de créer un impôt désormais permanent, qu'on appelle la land tax, l'impôt foncier. Impôt permanent qui est variable d'une année à l'autre. Bon, si les besoins sont importants, il sera très élevé et au contraire, si on est en temps de paix, son taux sera très bas. Impôt permanent variable chaque année, cela signifie tout simplement que là on est sur la voie de la permanence du Parlement. Le Parlement qui jusqu'à présent pouvait être convoqué au gré du roi. Ça, c'est un point très important. Deuxième point important aussi, c'est la liberté de parole qui commence à être plus assurée, puisque à partir de 1695, la censure préalable, comme en France, c'est-à-dire cette censure, un ouvrage qui passait devant des censeurs, la censure préalable, est abolie, et désormais, du moins, c'est pas qu'elle est abolie, mais on ne renouvelle pas l'acte qui établissait cette censure préalable, donc ça équivaut à une sorte d'abolition. Et désormais, il est possible, d'exprimer ses idées plus librement. Ça signifie sûrement pas qu'on n'est pas à l'abri de poursuites, mais en tout cas Et enfin, il y a encore un troisième point qu'on pourrait aussi souligner, mais qui est antérieur à la Glorieuse Révolution, mais tout de même, cette Glorieuse Révolution de 1788, mais tout de même qui est fondamentale, c'est le fameux habeas corpus qui a été voté en 1679 au plus fort de la crise de l'exclusion. Et cet habeas corpus qui devient le symbole, non pas des libertés, mais de la liberté. Cet habeas corpus qui oblige désormais le pouvoir, du moins les juges, à faire passer en jugement dans les 3 semaines toute personne qui a été arrêtée. Et cela, désormais, interdit toute emprisonnement arbitraire, comme c'était le cas notamment à l'époque de Charles Ier ou encore même de Charles II. Une révolution donc qui aboutit à plus de liberté, oui. Et de fait on voit naître un peu une fascination des pays voisins de l'Angleterre pour cette révolution. Alors une dernière question très rapidement, Edmond Dziembowski, qui a écrit cette histoire des révolutions à cette époque ? Et notamment en France, comment est-ce qu'on la voit, comment est-ce qu'on la considère ? Enfin, comment on les considère plutôt ?
Alors l'histoire des révolutions, enfin du moins de la révolution de 1688, très vite cette histoire a été enveloppée de roses, enfin du moins a été tout de même très déviée, enfin du moins détournée de sa réalité première. C'est imposé dès le début du XVIIIe siècle, l'idée d'un modèle anglais. D'abord, alors ça a commencé chez les Huguenots, ce qui est un peu d'ailleurs logique, qui était opposé à Louis XIV, notamment quelqu'un comme Jurieu. Ce modèle anglais également a commencé à s'imposer chez les adversaires de la monarchie absolue, notamment les aristocrates, notamment l'opposition aristocratique qui gravitait à la fin du règne de Louis XIV autour du duc de Bourgogne, qui à un moment donné était vu comme le successeur éventuel de Louis XIV, avec notamment comme grand théoricien Fénelon, bien entendu, et qui montrait beaucoup d'attirance pour le système anglais, et d'ailleurs des analyses très fines qu'il a formulées sur le système anglais. Et bien entendu ensuite, il y a, je dirais, le duo en quelque sorte de Voltaire et de Montesquieu. Voltaire qui séjourne en Angleterre, qui tombe littéralement amoureux de ce pays pour de multiples raisons, mais également qui regarde ce pays avec beaucoup d'intérêt dans le domaine politique. Et dans les lettres philosophiques qu'il publie en 1734, vous avez ce chapitre sur le Parlement d'Angleterre, où vous avez cette phrase très célèbre où il dit que le roi d'Angleterre a les mains qui sont liés pour faire le mal, et il a toute liberté pour faire le bien. Alors bien entendu, c'est une vision, je dirais, très, on va dire presque simpliste, puisque la réalité est tout de même tout autre. Le roi d'Angleterre peut également faire le mal, c'est évident. Mais il n'empêche bien que cette idée d'une monarchie limitée qui travaille pour le bien public, commence à s'imposer en France. Et quelques années plus tard, Montesquieu, en 1748, enfonce le clou avec ce chapitre qu'il intitule dans De l'esprit des lois de la Constitution d'Angleterre. Et dans ce chapitre où il s'efforce de montrer que l'Angleterre possède le système politique le plus admirable qui soit, car les pouvoirs y sont tout simplement séparés. Le législatif, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et là, Montesquieu également prend beaucoup de liberté avec la réalité des faits, car en Angleterre, les pouvoirs ne sont pas du tout séparés. L'exécutif contrôle en partie le législatif également parfois peut barrer la route à certaines initiatives de l'exécutif, et le judiciaire également n'est pas aussi indépendant qu'on pourrait le croire. Donc il y a un modèle politique anglais qui prend forme en France dans la première moitié du XVIIIe siècle, qui est plus le reflet d'un idéal, d'un idéal qui est celui de ces Français, bien entendu, qui aspirent, pour cela en tout cas, qui aspirent à une monarchie limitée, et d'un idéal finalement qui n'est pas tout à fait conforme aux réalités de l'Angleterre de cette époque, c'est-à-dire de Georges Ier, Georges II, ou encore du Premier ministre Walpole. Et pourtant, c'est ce modèle politique idéalisé qui va inspirer par la suite la Révolution française notamment, mais pas seulement. Mais ce sera le sujet d'un second cours d'histoire. Merci Edmond Djembowski pour ce premier volet donc de notre série consacré aux origines et au début du siècle des révolutions. Le titre de votre ouvrage paru tout dernièrement aux éditions Perrin. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, et je vous donne bien entendu rendez-vous très bientôt pour notre deuxième cours d'histoire.